Ravi de vous retrouver sur le plateau de Africa TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de l'émission Panafricanisme 101. Ce soir, nous allons du côté de la Côte d'Ivoire et de la République centrafricaine pour parler des présidentielles de 2020 qui s'annoncent avec de nouvelles perspectives, notamment la non-candidature d'Alassane Ouattara et l'éventuelle candidature de François Bozizé. Mais également, nous allons poser notre regard d'analyse sur la crise libyenne, précisément au sujet de la démission de Ghassan Salamé, émissaire des Nations Unies en Libye. Mais avant de commencer pour les débats et analyses, nous accueillons sur notre plateau M. Yumbi Michael. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir ceux qui nous écoutent de manière continue et habituelle. J'espère que cet après-midi, nous allons une fois de plus avec modestie contribuer à édifier nos téléspectateurs. Merci. Nous l'espérons également tous. Bon, disons qu'avant de commencer, si les reconductions au poste de président de la République sont communes dans les pays en Afrique, il faut relever tout de même qu'à l'exception de certains caressants comme au Togo avec le président Fornia Sibé et les batailles en Guinée avec Alpha Condé, de nouvelles perspectives semblent se dessiner à l'horizon, notamment en Côte d'Ivoire et en Centrafrique. En effet, depuis son retour en République centrafricaine, François Bozizé n'a pas tardé à dévoiler son éventuelle candidature pour les présidentielles de 2020. Et tout récemment en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a annoncé qu'il ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2020 afin de laisser la place à la jeune génération. Annonce qui n'a pas laissé indifférent le public ivoirien ainsi que le camp des sororistes qui l'ont qualifié d'un moyen de détournement de l'attention du peuple en vue d'un meilleur tripatouillage de la Constitution. Plus de détails dans ce reportage. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Alassane Dramane Ouattara ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien a annoncé ce jeudi 5 mars 2020 qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat à l'occasion des élections d'octobre 2020. Une information rendue publique devant les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale réunis à congrès extraordinaire à Yamoussoukro. Le suspense sur la participation ou non du président Ouattara à ces élections pour un troisième mandat à la magistrature suprême était devenu une curiosité mondiale. Le chef de l'État lui-même avait déclaré tout récemment que la Constitution lui permettait de se présenter comme candidat, surtout que rien d'autre ne l'en empêcherait si d'autres candidats de sa génération arrivaient à se présenter. Le président Ouattara vient de relever le défi d'une action politique audacieuse, celle de renoncer à sa participation à une échéance électorale dans un contexte africain plutôt favorable à l'effet contraire, parfois au prix de la modification de la Constitution. Selon les textes du RHDP, les élections devront être organisées pour déterminer le candidat du parti dans un délai de 3 mois. Pour le moment, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est le seul à avoir déclaré officiellement sa candidature. Sous le coup d'un mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, l'ancien compagnon de lutte du président Alassane Ouattara se trouve en exil en France. L'ancien président Henri Konan Bédié n'a pas encore dit son dernier mot dans ses courses à la magistrature suprême, tandis que son homologue et compatriote Laurent Gbagbo, en liberté partielle en Belgique, se trouve encore bien sollicité par ses camarades du FPI pour occuper de nouveau le siège présidentiel en Côte d'Ivoire. Merci Guy Michel Diafi pour ce reportage qui davantage nous éclaire sur cette question. Alors Monsieur Yumbi, nous allons nous tourner vers vous. Le président Ouattara se résigne pour les présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. Que vous inspirent ces propos? Bon, d'entrée, j'aimerais saluer l'annonce du président Ouattara. Vous savez, pour le moment, on s'en tient à ce qu'on espère que ce soit une annonce sincère et non une stratégie. Parce qu'on a eu à voir, et l'actualité d'aujourd'hui laisse un peu crédibiliser l'opinion de Camp de Soro qui estime que le président a juste usé d'une stratégie pour détourner l'attention et mieux faire passer sa réforme constitutionnelle d'avril. Parce que
si on veut transporter le scénario camerounais en Côte d'Ivoire avec les motions de soutien, on observe depuis ce matin à Onabo, en Côte d'Ivoire, des femmes qui ont commencé à manifester, soit disant qu'elles veulent le président Ouattara pour un 3e mandat. Et sur d'autres cieux, notamment sur les cieux plus proches de nous, les nôtres, quelqu'un s'était levé, avait dit « Oui, je vous ai compris, je me représente. J'ai écouté le peuple qui m'a redemandé. » Bon, nous espérons que le président Ouattara ne se situe pas dans cette lancée et que c'est une stratégie et que c'est une réelle volonté, autant pour moi, de pacifier la Côte d'Ivoire. Vous savez, madame, il y a 3 grands moments pour un homme politique. Il y a son accession au pouvoir, il y a comment négocier son maintien au pouvoir et surtout sa sortie. Certains chefs d'État africains réalisent de plus en plus qu'il est important de laisser un héritage. On a eu pendant longtemps affaire aux hommes politiques et non aux hommes d'État. Parce que l'homme d'État, c'est celui-là qui pense à un héritage qu'il peut laisser et aux générations futures. Le président Ouattara peut se dire, dans une perspective où la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de transition pacifique, il a d'ailleurs relevé cela dans son discours, qu'il veut être le premier à organiser une transition pacifique en Côte d'Ivoire. Alors, dans cette hypothèse-là, on peut croire que c'est une manière envisagée pour le président Alassane Draman Ouattara de sortir par la grande porte. Vous voyez un peu. Donc, il veut innover et se placer dans la posture d'un homme d'État. Homme d'État dans cette manière ici, en ce qu'il sera le premier, s'il réalise cela, à être, comme je l'ai souligné tantôt, sorti démocratiquement et avoir organisé une transition pacifique en Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra cela. Et peut-être cela peut permettre d'oublier comment Ouattara est arrivé au pouvoir, les guerres avec le président Gbagbo, la lutte de groupes d'opposition menée par lui et le président de l'Assemblée nationale d'autrefois, Guillaume Soro. Donc, on peut se dire que le président Alassane Draman Ouattara est dans une perspective de vouloir atténuer la douleur que les conflits ont fait à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on doit aussi accepter que sur le plan économique, il fait son parcours, son passage à la présidence de la Côte d'Ivoire reste marqué ou restera marqué sur le plan économique par de grandes réalisations infrastructurelles, sur le plan des infrastructures autant pour moi. Parce que quand vous observez la Côte d'Ivoire, ce qu'il a pu faire en 9 ans, c'est vraiment louable. Ce sont des réalisations qui sont à saluer. L'autre chantier maintenant est qu'il faut éviter le cycle de transition, je vais dire rebelle, le cycle de transition marqué et teinté de guerre en Côte d'Ivoire. Alors, le président Ouattara peut, avec son bilan économique, s'il réalise cet espoir, entrer un tout petit peu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous avez d'ailleurs vu que leur parti a été réunifié et transformé aux oufouettistes, dont les Ivoiriens se reconnaissent beaucoup, qui est l'une des personnalités politiques ayant marqué la Côte d'Ivoire. Ouattara, si vous analysez sa ligne avec la transformation du parti, la dénomination aux oufouettistes, notamment, et la perspective qu'il dit dans son discours qu'il aimerait être le premier à organiser une transition pacifique et démocratique en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il est en train de vouloir se situer dans une perspective claire de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sauf que les hommes politiques étant ce qu'ils sont, l'autre point qui permet aussi d'analyser l'attitude de Ouattara est que Ouattara peut être en train de lancer son clan d'âge en disgrâce, notamment Laurent Gbagbo. Parce que si Ouattara ne se représente pas aujourd'hui et que Gbagbo même est libéré, ça peut être une autre voie tracée avec le conseil de son soutien français. Parce que si Ouattara ne se représente pas et qu'il se retire,
il y a la perspective que Gbagbo soit acquitté à la Cour pénale internationale. Gbagbo est sous décision de justice. Voilà, il peut être acquitté totalement parce que pour le moment, c'est partiel. Il peut bénéficier après d'un acquittement total. Et ça apaise les conflits, ça apaise la Côte d'Ivoire. Sauf que son clan d'âge, autant pour moi, qui est Ouattara, s'étant retiré, Gbagbo sera en disgrâce s'il venait à vouloir retourner en Côte d'Ivoire pour se représenter. Donc la perspective de réconciliation en Côte d'Ivoire peut être Ouattara ne se représente pas, on libère définitivement Laurent Gbagbo et tous s'entendent donc dans une perspective d'une nouvelle génération. Parce que si Gbagbo vient à se présenter, il a quitté, vient à se présenter, Ouattara peut se fonder sur cela pour revenir. Parce que le souhait de Ouattara, c'est ceux qui ont mené la Côte d'Ivoire dans un trouble, je vais dire quoi, dans la discorde qu'on observe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, doivent se retirer pour que la nouvelle génération qui semble moins divisée prenne les choses. Mais revenons à la stratégie maintenant. En réalité, le président Ouattara n'avait pas besoin de mettre en place une stratégie pour pouvoir briguer un troisième mandat parce que la Constitution le lui permet légalement. Pourquoi vouloir procéder de cette façon? Bon, s'il est clair que la Constitution permet au président Alassane Draman Ouattara de se représenter pour l'élection du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire, il est aussi à souligner, comme je vous ai dit, le président Ouattara peut être en train de tracer une perspective pour devenir un homme d'État. La différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est que l'homme politique pense aux élections futures. L'homme d'État pense à ce qu'il va léguer comme héritage. Il veut marquer l'histoire. Voilà, quel sera son héritage? C'est dans cette perspective que le président Ouattara peut vouloir se situer. Et je vous ai aussi dit, ça peut être un processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ne soyez pas surpris que si Ouattara maintient sa position, notamment on verra plus clair dans 3 mois avec les primaires dans le parti des Oufouettistes qui va permettre de déterminer le candidat de ce parti aux élections. Donc dans 3 mois, on sera plus ou moins situé, avant même déjà, avec la réforme constitutionnelle d'avril en Côte d'Ivoire, on va commencer à voir plus clair. Donc, dans 3 mois, on sera situé. Je vous dis, s'il maintient sa position, ne soyez pas surprise, madame, que Laurent Gbagbo soit acquitté définitivement par la Cour pénale internationale et de même pour Charles Blé Goudé. Et dans une certaine mesure que vous voyez, le mandat d'arrêt qui a été lancé contre Guillaume Soro soit, je veux dire, annulé sur le plan pénal en Côte d'Ivoire. Ouattara peut être en train de tracer, je le souligne encore, une perspective de réconciliation qui va permettre, lui, de s'écarter sans avoir peur d'être victime du retour de ceux-là qu'il a persécutés hier. Parce que pour lui, si Gbagbo n'est plus candidat, Charles Blé Goudé n'est plus candidat, ceux qu'il a persécutés hier, et qu'il réussit à placer quelqu'un, parce que qu'on le veut ou non, le capital de sympathie dont dispose Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire peut être transféré à l'un de ses poulains au sein de son parti. Et dans ce cadre-là, il sera parti, mais aura les faveurs de celui qu'il va léguer le pouvoir. Donc, tout ça se dessine et Ouattara est en train de préparer sa sortie dans de bonne manière pour moi, s'il réussit à, ou alors s'il tient. Et aussi, vous voyez que au sein de la CEDEAO, ce n'est pas comme en Afrique centrale, la CEMAC, où c'est le dernier avatar des régimes marqués par l'autoritarisme. La CEDEAO a ceci de particulier et qu'il y a eu une alternance dans certains États. Vous voyez, le milieu aussi dans lequel on fonctionne influence les acteurs. Vous avez à côté le Ghana, vous avez à côté le Nigeria. Ces pays-là sont poussés en matière d'alternance politique. Vous avez, j'ai pris 2 exemples. Maintenant, vous avez le cas du professeur Alpha Condé qui veut se représenter
et tout le discours que la communauté internationale mobilise, vous voyez qu'il est plus ou moins hué. Lui qui était pourtant entré en Guinée équatoriale de la bonne manière, parce que Alpha Condé a mené la lutte dans l'opposition pendant beaucoup d'années. Mais on est surpris aujourd'hui que c'est un ancien opposant qui disait non à la longévité au pouvoir, non aux modifications constitutionnelles, qui se prépare à modifier la constitution. Ouattara, lui, de l'autre côté, comprend le signal de Mahamadou Issoufou, le président du Niger, qui a dit, après mon deuxième mandat, je ne me représente plus, je ne suis pas un super Nigérien. Donc vous voyez un peu que dans le contexte de la CEDEAO, il y a ce vent de démocratisation, ce vent démocratique et d'alternance qui peut influencer le comportement d'autres chefs d'État. Bien sûr qu'on a d'autres derniers tenants, comme le président Faure Gnassingbé du Togo qui a brigué un autre mandat. Mais ce sont des exceptions dans le cadre de la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest. Le président du Togo, je vous assure, il est parti pour ne plus faire notre mandat. Parce que si Alpha Condé bouge de là, Ouattara s'en va, il sera le seul. Il sera le seul dans ce contexte-là à vouloir s'éterniser. Et connaissant les pratiques de la CEDEAO, s'il veut se perpétuer là, il sera lésé. Il sera plus ou moins isolé et il finira par comprendre qu'il doit se retirer. La CEDEAO, c'est un bel exemple pour moi en Afrique en matière de démocratie. Vous voyez, le Sénégal, les transitions sont plus ou moins... Vous avez vu comment on a fait partir Adama Barrow de la Gambie. L'armée de la CEDEAO s'était mobilisée pour lui dire de partir. Dans l'Afrique, l'environnement de l'Afrique de l'Ouest favorise plus ou moins l'attitude que le président Alassane Dramane Ouattara est en train d'adopter. D'accord, merci. Mais on a l'habitude de dire qu'en Afrique, il n'y a réellement pas de démocratie. Ou alors plutôt la démocratie ne s'adapte pas mieux au contexte africain. Parce qu'on a la culture du chef qui est au pouvoir, qui va vivre longtemps et qui va mourir, qui va certainement léguer l'héritage ou la transition à quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression véritablement qu'en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas le cas. Pourquoi il y a cette grande différence avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale? D'abord, qu'est-ce qui pose le problème? Votre question me plaît un tout petit peu parce que, plus ou moins, je vais dire qu'elle me plaît même plus parce que je travaille sur les questions de l'importation des éléments occidentaux, de gouvernance occidentaux en pays étrangers, notamment en Asie et en Afrique. Ceux qui prétendent que la démocratie n'existe pas en Afrique, en fait, sont ceux qui pensent qu'on importe un modèle dans sa totalité. Quand vous importez quelque chose, vous la reniez ou alors vous l'adaptez à votre contexte. La démocratie, elle, je suis de ceux qui soutiennent qu'elle n'a réellement jamais existé, même pas en Occident. Elle n'existe nulle part. Quand vous prenez Jean-Jacques Rousseau, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Voilà, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, suivant Abraham Lincoln. Sauf qu'il n'y a aucun pays au monde où le peuple dirige. C'est un leurre, madame. Quand vous parlez de démocratie représentative, ça veut dire que vous votez les députés qui vont à l'Assemblée voter les lois. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Mais une fois qu'ils arrivent à l'Assemblée nationale, on leur dit la discipline du parti. La discipline du parti n'est plus suivant la volonté du peuple. Mais le peuple, en réalité, dirige non, pas. Le peuple, pour moi, le peuple n'a jamais dirigé. Regardez le cas des États-Unis qu'on présente comme le modèle de démocratie. Là encore, c'est la plus grande du pays. Ce sont les grands électeurs qui désignent le président. Vous avez vu en 2016, le président Trump a perdu le vote populaire, mais il a gagné au niveau des grands électeurs. C'est lui qui est président. Hillary Clinton, qui a donc, quand vous dites que c'est le peuple qui porte, qui a obtenu le vote populaire, n'est pas président. Et en dehors de ça, quand on dit le gouvernement du peuple, par le peuple, ça veut dire que le peuple gouverne. Par l'intermédiaire des représentants. Par l'intermédiaire, sauf que ça voudrait dire que les représentants sont là pour faire la volonté du peuple. Prenez le cas de français avec la mobilisation des gilets jaunes et la réforme sociale. Vous avez vu
que le Parlement s'est affranchi des règles de l'Assemblée nationale et a utilisé une formule bien consacrée chez eux, je pense c'est le 41, quoi, quelque chose, pour faire passer la réforme des retraites. Où est dans le peuple, ce peuple qui dirige? Qu'est-ce qu'on a fait des gilets jaunes? Et la question est là. Donc, toute forme de gouvernance, je vous dis donc que la démocratie n'existe nulle part, elle n'a jamais existé. C'est la plus grande du pays. Déjà, quand vous lisez Aristote, Aristote présentait la démocratie comme le moins attrayant des régimes. Vous voyez un peu. Et Jean-Jacques Rousseau viendra démontrer quoi? Pour Rousseau, plus un État est démographiquement grand, moins il peut être démocratique. Plus la population est importante, moins cet État peut être démocratique, suivant Rousseau. Pourquoi? Quand vous prenez la sociologie italienne, notamment avec la loi des règnes d'oligarchie, il montre qu'au sein de tous les États, c'est une minorité qui finit par exercer le pouvoir au prétendu nom du peuple. Revenons donc avec la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui pour la mettre en contexte africain et se situer dans la question que vous m'avez posée. La différence, la démocratie aujourd'hui est plus vue en matière d'alternance, vous voyez un peu, en matière de droits de l'homme ou alors d'élections libres et transparentes. En Afrique de l'Ouest, en Afrique en général, vous avez posé une question, la démocratie semble ne pas s'adapter aux réalités, aux cultures africaines. Si vous voulez mon avis personnel sur la question, ce qui fâche en Afrique n'est pas le fait que les dirigeants sont perpétuels. Je vous dis, si on avait des dirigeants perpétuels, dynamiques et travailleurs, le discours des Occidentaux sur l'alternance ne devrait pas passer. Mais quand vous avez des gens qui peuvent s'éterniser 40 ans et ne rien produire, vous comprenez que moi particulièrement, je ne suis pas un adepte de l'alternance ou de la démocratie du modèle européen. Pour moi, si vous avez un président comme Paul Kagame qui peut se maintenir en 40 ans et relever le défi, construire l'alternative, sortir son pays du sous-développement pour le placer au rang des grands pays en matière économique. Là, le débat sur l'alternance est un faux débat. Parce que chez nous, ça va cadrer. Pourquoi? On est habitué, comme vous l'avez relevé, au chef. Il y a ce qu'on appelle en sciences politiques le patrimonialisme. Ça veut dire que on gère un peu l'État comme si on gérait une chefferie, comme si on gérait un bien privé. Cela, dans la perspective où il y a une productivité. Regardez un peu la Chine. Quand vous étudiez la démocratie chinoise, ils ont un principe. Ce qu'ils appellent la légitimation par l'économie, la légitimité économique. Donc, tant que le président chinois a des rendements économiques, est dynamique, est compétent, son mandat vient de leur divinité. C'est comme ça chez eux. Tant que vous êtes efficace et vous produisez, on considère que votre mandat est divin, vous pouvez rester là. C'est une fois chez eux que vous devenez inutile, vous restez là dans une perspective du pouvoir pour le pouvoir, vous servir du pouvoir à vos fins personnelles, que vous causez problème. Vous avez vu, la Chine a importé la démocratie, mais elle a modulé la démocratie suivant ses coutumes, suivant ses manières de faire. Et elle est restée fidèle à je vais dire quoi, un modèle russe. Le communisme, c'est un seul grand parti qui existe en Chine. Et au sein de ce parti, chaque 10 ans, on a l'alternance. Mais je vous dis, dans les pratiques chinoises, Xi Jinping peut rester là, même pendant 30 ans encore, tant qu'il produit. Je dis, tant que vous êtes productif, votre mandat est divin. Par contre, en Afrique centrale, je n'ai pas un problème particulier avec l'Afrique centrale, mais c'est une partie du monde qui, moi, particulièrement me préoccupe. Quand vous prenez le Cameroun, vous prenez la Guinée équatoriale, bon là au moins, sur le thème du développement des infrastructures, ils sont plus ou moins avancés, on peut saluer.
Mais en dehors de ça, vous prenez le Cameroun, vous prenez le Gabon, vous prenez le Tchad, vous prenez la République centrafricaine est un peu menacée par les guerres, vous prenez le Congo-Brazzaville. Vraiment, en matière de développement économique, on est encore loin. Il faut qu'on se rappelle quand même que le Cameroun en 81 avait le niveau de Singapour, on avait le niveau du Vietnam, les Vietnamiens, on avait le niveau de la Malaisie. Les Malaisiens ont appris la fabrication de l'huile de palme au Cameroun. Et en 2019, on importe, 2020, nous importons l'huile de palme de la Malaisie chez ceux dont nous avons formé. Ils se sont formés chez nous. On a même de se demander, comme on dit au quartier, ou alors comme un musicien l'a dit, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et dans ce contexte, on a toujours des dirigeants qui sont là, dans une perspective de se perpétuer. Moi, honnêtement, M. Biya aurait pu rester au pouvoir pendant 50 ans. Ça ne m'aurait pas gêné s'il était productif. La productivité va avec l'âge aussi. Bon, aller avec l'âge, je ne pense pas que ceux qui se sont perpétués au pouvoir ont été plus dynamiques. Quand vous prenez l'exemple de Ouattara, Ouattara en 10 ans a construit les autoroutes qui nous dépassent à construire depuis 38 ans. C'est une réalité. Le dit n'est pas de dire qu'on est contre le pouvoir au Cameroun, mais c'est ce que les faits montrent. Et j'ai constaté depuis un certain temps au Cameroun, on n'aime plus que les gens se prononcent sur les faits. Les faits sont malheureusement sacrés. Ouattara en 10 ans, je vais même dire 9 ans parce qu'il y a eu 1 an de conflit post-électoral. Donc en 9 ans, il a construit les autoroutes longues de près de 300 km. Le 3e pont qu'il a construit à Abidjan, sur le fleuve d'Abidjan, le 3e pont est long de 2 fois que celui du Vouri, que nous avons construit en près de 7 ans. Et le coût est moins que le nôtre. Donc vous voyez un peu, nous sommes en train de construire une autoroute Douala-Yaoundé depuis plus de 6 ans. On nous dit que 42 km ont été réalisés, les gens jubilent. Donc quand vous voyez ce contexte-là, le discours de l'alternance trouve son chemin. Et les dirigeants ont trouvé quelque chose pour se camoufler. À chaque fois, dire la déstabilisation. Pour moi, c'est un faux débat. Vous avez vu le ministre de l'économie, il est salué comme au quartier, en coude à coude. L'ambassadeur de France, parce qu'il recevait une aide financière, donc de la France de 121 milliards. Là, on était plus souverain. Là, c'était plus pour la déstabilisation. Mais si vous dites aujourd'hui que non, M. Biya doit respecter les droits de l'homme, il doit penser à une alternance, ça me permet même de revenir honnêtement pour dire le président Biya aujourd'hui doit penser à une voie de sortie honorable. Parce que pour un homme politique comme lui qui a presque tout réussi, tout eu du pays, sortir par la petite porte pour lui serait vraiment un gâchis. Et c'est pourquoi j'étais de ceux qui ont pensé que c'était le mandat de trop pour le président. En 2017, Monseigneur Cléde avait vu juste, quand lors des vues à la présidence, il a dit au chef de l'État, monsieur le chef de l'État, si vous aimez le pays, le mandat 2018, allez vous reposer. Les acolytes de la présidence sont sortis au créneau pour dire qu'un nombre d'églises doit parler. Bon, moi je pense honnêtement, aujourd'hui on essaie de trouver une voie de sortie pour le président camerounais. C'est un papa, il a assez donné. Il faut que l'exemple de la Côte d'Ivoire lui parle. Ouattara est parti de loin et aujourd'hui peut sortir de la grande porte en Côte d'Ivoire et peut même, malgré tous ces conflits, marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire, malgré tout ce qu'il a eu à faire. Or, M. Biya a été présenté pendant près de 35 ans comme le modèle de la paix en Afrique. Il aurait pu capitaliser, oui, en Afrique centrale, il aurait pu capitaliser sur ça pour se retirer. Donc, c'est un peu moi ma pensée que l'exemple ivoirien devrait inspirer aux États de l'Afrique centrale, notamment leurs dirigeants. D'accord, merci pour votre contribution sur la question. Allons maintenant en République centrafricaine avec François Bozizé, qui est arrivé au pays depuis décembre 2019 et qui n'a pas tardé à monter au créneau en janvier 2020 pour déclarer comme ça que rien ne l'empêcherait une fois de plus d'être candidat au présidentiel en République centrafricaine.
est-ce que cela peut être favorable pour le retour à la paix dans ce pays? Bon, vous savez... Quand on connaît son passé, on connaît l'histoire. Exactement. Et quand on sait aussi, à votre suite, que les vieilles habitudes ont la peau dure, donc on se demande, est-ce que la candidature de Bozizé ne va pas envenimer ou alors remettre de l'huile au feu dans le cadre du conflit ou alors de la construction de la paix en Centrafrique? Bon, il faut analyser les motivations de Bozizé et surtout ses soutiens. Aussi, il faut comprendre le pourquoi d'une telle candidature. Peut-être, certains ont vu dans le retour de Bozizé en Centrafrique une stratégie pour le président en exercice, le professeur Faustin Archange Touadéra, de tenir l'une de ses promesses, d'essayer de tenir ou de redorer le blason de l'une de ses promesses phares de campagne qui était la réconciliation et le retour de la paix en Centrafrique. Bon, la candidature de Bozizé peut aussi s'inscrire dans cette dynamique, dans la mesure où on montre que voilà un ancien rebelle djihad chassé qui revient et qui peut compétir. Vous voyez un peu donc, dans le cadre de l'image internationale de la Centrafrique, ça peut compter. Vous voyez, on n'a pas muselé un adversaire, bien qu'il ait été hier un opposant phare ou alors quelqu'un chassé du pouvoir et qui avait été placé là, plus ou moins par la France et avec l'aide du Tchad. Je pense que c'était en 2005. Et qu'aujourd'hui, malgré ses déboires, il soit à son exil même, il revient et qu'il... Voilà. L'autre grille d'analyse aussi est que Bozizé peut être en mission commandée par ceux qui l'avaient mis hier et qui pensent que avec Bozizé, leur intérêt peut être plus défendu, plus accru en Centrafrique. Parce que réellement, il n'existe pratiquement pas d'État en Centrafrique. Parce que l'État, c'est la capacité à exercer le monopole de la contrainte physique. Quand le monopole de la contrainte physique est contexté dans un État, l'État court vers la faillite. Quand vous prenez la Centrafrique, Bangui, en réalité, le pouvoir central du président Félix Archange Touadéra ne contrôle que quelques aspects de la ville, les 2 tiers. Quand vous prenez le pays tout entier, la zone riche en diamants n'est pratiquement pas contrôlée. Elle est contrôlée par les rebelles. Voilà. Donc c'est un peu ça qui permet de se questionner et d'aller en profondeur sur le cas centrafricain. Bon, l'avenir nous en dira plus parce que le contexte centrafricain est très particulier. Vous avez la guerre des puissances sur les ressources, vous avez l'instrumentalisation de l'ethnie, de la religion même, les Balaka, les Seleka. Donc il faut, voilà, exactement, donc il faut un peu prendre du recul et voir dans les prochains jours, les prochains mois, ce que l'actualité centrafricaine nous permettra de lire. Mais déjà, Bozizé, il est sous décision de justice. Est-ce qu'il peut se représenter comme candidat? Puisque quand il dit que rien ne m'empêcherait, je pense que c'est un peu osé. Bon, là, vous soulignez un fait... Juridiquement parlant, il peut... Vous soulignez un fait pertinent. Sur le plan juridique, je vais être honnête que je ne maîtrise pas l'arsenal juridique, le dispositif même en matière électorale en Centrafrique. Mais le sous-entendu des propos de Bozizé que vous relevez quand il dit « rien ne m'empêchera », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'empêche déjà jusqu'ici et qu'il cherche à lever ce verrou. Maintenant, si la Constitution ou alors les lois centrafricaines ne lui permettent pas de se présenter et qu'il tente de lancer un rapport de force, ça veut dire, revenant à votre question précédente, à savoir si son retour, alors sa candidature à tout prix n'est pas une menace pour la paix. Je peux déjà vous dire que, suivant son discours, on est parti pour
une nouvelle ère très tendue en Centrafrique, que je ne souhaite d'ailleurs pas, parce que le président actuel a essayé jusqu'ici de redonner vie à ce pays. Donc, mais quand nous écoutons le discours de Bozizé, on peut craindre. On doit craindre. On doit craindre. Merci. Chers téléspectateurs, nous clôturons avec la première partie de cette émission où nous avons parlé de la non-candidature du président Alassane Dramane Ouattara au présidentiel de 2020 en Côte d'Ivoire et de l'éventuelle candidature de François Bozizé. Nous abordons la deuxième question en allant en Libye avec la crise libyenne et la démission de Ghassan Salamé, émissaire des Nations Unies en Libye. Tantôt présente à travers le monde dans différentes situations, l'Organisation des Nations Unies ne feint pas toujours à l'accomplissement de ses missions. Si les GSEC perçus peuvent être dissimulés par des actes de démission de ses émissaires, comme ce fut le cas de Ghassan Salamé, émissaire des Nations Unies dans le cadre de la crise libyenne, il apparaît alors impératif d'envisager une substitution de l'instance onusienne par une véritable Union africaine dans le cas de l'Afrique. Plus de détails dans ce reportage. Le pays de Mouammar Kadhafi continue d'être pris d'assaut par la crise. D'un côté, le gouvernement d'union nationale soutenu par les Nations Unies et de l'autre, le pouvoir de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Dans la quête du processus de paix, les pourparlers politiques, les rencontres, les conférences et différentes assises n'ont pas véritablement arrêté le jeu trouble des puissances étrangères en Libye. Ghassan Salamé, émissaire des Nations Unies en Libye, a plusieurs fois dénoncé les blocages qui entravent le processus de paix ainsi que le manque de soutien de la communauté internationale. Malgré son dynamisme, il a notifié sa démission pour des raisons de santé et ne pourra plus continuer dans le processus de résolution de la crise en Libye. L'ONU a-t-elle échoué? Telle est la grande interrogation qui taraude les esprits. Que ce soit la MINUSMA, la MINUSCA, la MANU, la MONUSCO ou les forces onusiennes présentes dans les conflits au Moyen-Orient, l'on peut difficilement affirmer que l'Organisation des Nations Unies parvient à ses fins dans la quête de la paix. Merci pour ce reportage qui davantage nous éclaire sur cette question. Alors, M. Youmbi, Ghassan Salamé, l'émissaire des Nations Unies en Libye, a démissionné. Il dit que pour des raisons de santé, son âge ne lui permet plus de supporter le stress que lui donne la crise libyenne. Quelles sont les raisons cachées de sa démission? Alors, les raisons cachées de la démission de cet émissaire des Nations Unies ont été plus ou moins abordées dans votre reportage, que je salue d'ailleurs. C'est qu'il y a des blocages au niveau de la résolution du conflit libyen. Ces blocages se trouvent notamment dans la lutte des puissances occidentales en Libye. Je vous relevais lors d'une émission que le Conseil de sécurité de l'ONU même, aujourd'hui, est en panne. Parce que l'ONU même dans sa globalité, comme vous l'avez relevé là, est-ce que l'ONU n'a pas échoué dans certaines de ses missions? Vous voyez que l'ONU est travaillée et traversée par les conflits des grandes puissances. La Libye, aujourd'hui, est le théâtre ou alors un sujet du rapport de force entre de grandes puissances qui sont elles aussi membres du Conseil de sécurité. Vous avez la France et la Russie qui sont dans le jeu. Vous avez l'Égypte qui est l'œil des États-Unis dans le conflit. Vous avez les États tels que le Qatar, l'Arabie Saoudite qui sont d'éminents soutiens en matière pétrolière pour les États-Unis. Alors, dans ce jeu d'intérêts flous, vous voyez un peu, l'ONU ne se retrouve pas parce qu'en réalité, l'ONU, j'ai pas envie de renchérir Mouammar Kadhafi, quand il était monté sur l'estrade des Nations Unies, il avait balancé d'un revers de la main la charte des Nations Unies pour montrer qu'elle ne servait à rien. Vous voyez, quand le conflit libyen aujourd'hui ramène à se questionner sur que vaut réellement l'ONU en matière de résolution des crises et des conflits de nos jours. Qu'avait dit l'ONU
concernant l'intervention de la force de l'OTAN. Parce que c'est l'OTAN qui est intervenu en Libye pour bombarder et, je vais dire quoi, assassiner le colonel Mohamed Kadhafi sous la demande de la France. Sont les forces de l'OTAN qui sont intervenues en Libye. Quelle était la position de l'ONU? Et aujourd'hui, en quoi cela a évolué et en quoi cela peut-elle permettre de résoudre la crise en Libye? La démission de l'émissaire, pour moi, en réalité, est un aveu de l'échec des solutions onusiennes dans le conflit libyen. C'est comme au quartier, on dit au quartier, quelque chose te dépasse, accepte, tu portes son sang. Il est en train de nous dire que le conflit libyen, lui qui est l'œil de l'ONU, lui qui est la bouche de l'ONU dans le conflit libyen, ça l'a dépassé. Et par conséquent, cela a dépassé les Nations Unies. C'est ce que cette démission, pour moi, traduit. Et ça appelle à un questionnement, comme je l'ai tantôt dit précédemment, un questionnement profond de l'ONU. De l'existence de cette organisation. Et de ses mobilisations, de son déploiement en matière de conflit. Parce qu'on est plus ou moins considéré que l'une des missions que l'ONU qui a pour mission principale, donc l'une des missions principales est la résolution et le maintien de la paix dans le monde entier, ne réussissent pas à ramener sur la table ou alors à trouver une solution durable pour le conflit libyen. Et on voit tout ce que le conflit libyen entraîne, l'émergence des voies ou alors des pôles pour le terrorisme en Afrique, le problème de l'immigration non contrôlée dorénavant par les États occidentaux, parce que la Libye, avec Kadhafi, permettait ou réduisait le flux, autant pour moi, des migrants en Occident. Aujourd'hui, on a même de se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Si l'ONU jette l'éponge, qui pourra? L'Union africaine, vous avez relevé l'Union africaine dans la résolution du conflit. Mais est-ce que si quelque chose n'est pas le plus fort du quartier, c'est le moins fort? C'est comme un exercice qui dépasse le premier de la classe. Est-ce que le 50e de la classe pourra le résoudre? Voilà. Là, il y a souvent l'effet du hasard. Mais bon, pour être plus concret et plus sincère, l'exercice qui dépasse le premier de la classe, il y a de fortes chances que le 50e ou alors même le 20e de la classe ne puisse pas le résoudre. Effectivement. Mais en réalité, le blocage qui se crée en Libye, ce blocage ne vient pas d'ailleurs. Il vient toujours de ces mêmes puissances occidentales, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, qui certaines d'entre elles-mêmes d'ailleurs appartiennent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ghassan Salamé, par contre, depuis le début de la crise, depuis qu'il est là, il n'a pas cessé de dénoncer le non-respect des dispositions qui sont prises, que ce soit l'embargo sur les armes ou alors les décisions qui sont prises lors des différentes rencontres. On a eu Berlin, on a eu le Caire, on a eu la rencontre à Alger. Il n'a pas vraiment cessé de dénoncer. Il n'a pas également cessé de dénoncer le manque de soutien de la communauté internationale. Donc je pense qu'arrivé à ce stade où il a démissionné, on ne peut pas l'en vouloir. On ne peut pas l'en vouloir. Bon, on ne peut pas l'en vouloir, cela est clair, ça traduit. Il a accepté que les griefs que vous avez soulignés sont au-dessus de sa capacité. Que peut un émissaire de l'ONU dans un conflit qui oppose les grandes puissances elles-mêmes membres du Conseil de sécurité de l'organe qui le représente? Et c'est ce conseil qui prend les décisions les plus importantes de l'organe qu'il est censé représenter dans un conflit. Et c'est cette même puissance qui torpille, vous voyez un peu, l'approche. Il y a d'un lieu de ne pas trop en vouloir le geste de l'émissaire de l'ONU. C'est un geste réaliste à un moment d'accepter que nous avons été impuissants. Et il a présenté la raison médicale qu'il donne
pour sortir n'était qu'un maquillage. La raison se trouve en fait dans ce qu'il relève depuis plusieurs années, notamment le jeu d'intérêt des puissances avec leur blocage, le non-respect de certains principes ou alors de certains accords tels que l'embargo. Et aussi là, non seulement on va intégrer le jeu des grandes puissances, mais aussi des grandes firmes multinationales qui font dans les armes. Parce que ces industries qui font dans les armes ont aussi besoin des terrains comme la Libye pour vivre. Si vous fabriquez les armes qu'on n'achète pas, vous n'allez pas les manger. Les armes ne sont pas des beignets haricots. Donc vous voyez que les grandes firmes multinationales, vous voyez, ont généralement intérêt à ce que les conflits se perpétuent, comme en Libye, parce que là, ils vendent les armes. Vous vous demandez qui livre les armes au bloc du maréchal Haftar. Allez regarder qui est derrière. Vous voyez que les millions de dollars ou d'euros qui sont débloqués à chaque temps, ça permet de vivre les industries d'armement qui sont pour la plupart, je vais même dire, qui sont situées en Occident, notamment en Russie, en France, aux États-Unis. C'est ces pays-là qui vendent le plus d'armes dans le conflit libyen. Donc cela traduit donc une difficulté de résoudre le conflit libyen parce que quand une crise naît, il y a l'économie de la crise. Il y a les gens qui vivent dorénavant et désormais de la crise. Au nord-ouest actuellement, pour faire un parallèle avec le Cameroun, il y a ceux qui prient en sorte que la crise ne finisse pas. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'il faut éviter qu'une crise s'enlise. Parce que quand une crise s'enlise, vous ne maîtrisez plus les acteurs de la crise, vous ne maîtrisez même plus les enjeux, ou alors, je vais même dire quoi, ce que défend l'adversaire. Aujourd'hui, dans le cadre du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, je ne sais pas si on peut nous situer sur qui est ambazonien dans cette lutte, qui défend quoi, qui ne l'est plus. Est-ce que tous ceux qui mettent les exactions là-bas répondent à l'idéologie ambazonienne? C'est non. Il y a des groupes de bandes armées qui se forment là. Si j'étais là avec votre caméraman au sud-ouest et qu'on n'avait rien à faire, nous-mêmes on pouvait se constituer en petits groupes là. Si on sait qu'on peut vous kidnapper et avoir nous 1 million de francs, nous avons intérêt à ce que la crise se perpétue. C'est une économie de la crise. Hier, nous qui n'avons pas possibilité d'avoir 1 million en un coup, aujourd'hui on profite de cette crise générale pour créer notre propre part de marché. Et aussi, ceux qui vendent l'armement, vous voyez, n'ont pas intérêt. Même dans l'État, ceux qui sont désormais en charge de gérer le budget militaire ne prient pas, puisque le budget militaire a quadruplé en zone anglophone. Et quand il y a le budget militaire, il y a crise, le contrôle budgétaire est plus ou moins rigoureux. Vous voyez un peu, donc c'était juste un parallèle pour vous montrer en quoi les crises sont mauvaises quand elles se perpétuent et qu'elles s'enlisent dans le temps. Pour revenir donc à la crise libyenne, au sujet proprement dit, c'est le jeu d'intérêt qui menace et paralyse l'action des Nations Unies. Et je pense que s'il n'y a pas l'unilatéralisme américain, ou alors une véritable implication des États-Unis dans le conflit, j'ai dit implication dans la mesure où ils viendront, autant pour moi, essayer de jouer de tout leur poids pour ramener les différents acteurs à trouver les bases même d'une petite paix comme en Centrafrique. Donc moi je pense aujourd'hui que les États-Unis doivent entrer dans le jeu du conflit libyen pour essayer de ramener. C'est quand même jusqu'à aujourd'hui la première puissance militaire. Ben, on va dire la première puissance mondiale parce que on ne peut pas situer si elle est militaire. Elle remplit néanmoins les 4 critères qui permettent de classer une superpuissance. Elle est la seule. Les États-Unis, autant pour moi, sont aujourd'hui le seul pays
qui remplissent ces critères. J'estime qu'ils doivent entrer dans le conflit et ramener les acteurs sur la table, notamment la Russie. Vous voyez, la France encore ne peut pas dire non aux États-Unis. Donc s'il y a une implication réelle des États-Unis, vous avez vu qu'aujourd'hui, l'un des regrets de Barack Obama a été la Libye, le renversement du régime de Kadhafi. C'est l'un des plus grands, de ses plus grands regrets en tant que président des États-Unis. Donc, si les États-Unis s'impliquent, la France va modérer, on pourra ramener la Russie sur la table et essayer de trouver une voie de sortie. Je ne dis pas que l'option, les États-Unis n'ont pas d'intérêt, mais ils gagneraient aussi à ce que l'opinion américaine sente qu'ils ont amené les différents protagonistes de la crise libyenne sur la table et ont trouvé une solution plus ou moins durable. D'accord, merci. Revenons à la question de l'Union africaine. Tout à l'heure, vous voulez l'évoquer. N'est-ce pas possible que le fait que Ghassan Salamé ait démissionné permette comme ça à l'Union africaine de pouvoir davantage s'impliquer dans la crise? Surtout que le président Sassou avait déjà souligné que l'Afrique est marginalisée dans ce processus-là. Peut-être que l'organisation, peut-être que l'Union africaine doit penser à nommer quelqu'un qui peut jouer ce rôle d'intermédiaire là avec les Nations Unies. Bon, je suis d'accord avec vous dans un cadre, sur le cadre purement symbolique, de dire aussi, permettez-moi, j'aime souvent les références du quartier, parce que contrairement à ce que pensent la plupart de nos grands intellectuels, ce que nous vivons au quotidien traduit en réalité ce qui se passe dans les relations entre États. Sur le plan symbolique, on peut nommer un émissaire de l'Union africaine pour dire comment au quartier, on a aussi nommé pour nous des émissaires. Mais sur le plan de pratique réaliste, est-ce que l'Union africaine peut réussir ou l'ONU a échoué? C'est ça la véritable question. Est-ce que l'Union africaine va réussir ou l'ONU a échoué? Bon, qui sait, on a vu des derniers de la classe réussir à un examen où le premier a échoué. Donc, allons-y, essayons. On verra bien. Une réunion est en train d'être tenue en ce jour même au Congo. Aux côtés du président Denis Sassou Nguesso, on a Idriss Déby Itno du Tchad, on a Abdelmadjid Tebboune d'Algérie, on a Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte et Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud. Au menu, il s'agit comme ça de poser les bases africaines d'un dialogue inter-libyen pour pouvoir résoudre la crise. Peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne. Bon, je salue encore, je vais dire, je salue l'initiative du président Sassou Nguesso qui a vu depuis un certain temps qu'il doit se réveiller concernant le conflit libyen. Mais quand j'observe que Kadhafi a été assassiné sans que l'Union africaine ne dise mot, en ce temps-là, c'est Jean Ping qui était président de la commission de l'Union africaine. Il n'avait rien dit de grave. On est allé à Libye sans l'aval de l'Union africaine. Et l'Union africaine ne s'était même pas prononcée de manière symbolique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent? Bon, espérons que dans une perspective d'accord avec les puissances, parce que l'Union africaine, ce qu'elle peut faire pour le moment, c'est d'impulser une dynamique qui leur permet, dans un processus de paix avec les différentes puissances incluses dans le conflit, de trouver une voie, mais à elle seule, elle ne peut pas. Donc l'Union africaine, en réalité, ce qu'elle est en train de vouloir faire avec le président Sassou Nguesso, c'est de faire parler l'Afrique. Vous voyez un peu, de ramener l'Union africaine dans le conflit libyen, mais pas en tant que celui qui va trouver la solution, mais en tant que celui qui propose aussi
Vous voyez, donc c'est dans cette alternative que moi je lis et je vois le travail que fait l'Union africaine ou alors la dynamique du président Sassou Nguesso. C'est plus pour peser en termes de voix, pour parler, vous voyez, un peu une dimension plus symbolique de dire que l'Union africaine s'implique dans la résolution du conflit libyen. Et peut-être sur cet angle aussi dans une transaction avec les pays, les puissances concernées, trouver une solution dont l'Afrique n'est pas restée pour regarder totalement. D'accord, merci. Chers téléspectateurs, nous arrivons à bout de cette émission. Dans la deuxième partie, nous avons parlé de la crise libyenne. Le maréchal Haftar s'est dit prêt à respecter un cessez-le-feu, mais sous condition. L'Union africaine travaille davantage, surtout en ce jour. À côté du président Denis Sassou Nguesso, d'autres présidents sont également réunis afin de pouvoir s'exprimer dans la résolution du conflit libyen. Merci de nous avoir écoutés sur Africa TV. Nous vous souhaitons bonne suite de programme. Coupez.